Bonjour Karel, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Karel, tu es sociologue du syndicalisme et des mouvements sociaux, chargé de recherche au CNRS. Et si je t'ai invité, c'est parce que en ce moment et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, les syndicats sont au centre du jeu démocratique, hein, avec le grand mouvement social contre la contre-réforme des retraites proposée par le gouvernement. Je voulais t'entendre d'abord sur la main tendue, je mets des très gros guillemets parce que je ne sais pas si c'est vraiment une main tendue, du gouvernement, notamment de la Première ministre et d'Emmanuel Macron, qui est faite à l'intersyndicale. Donc Elisabeth Borne a annoncé que lundi, elle recevrait l'intersyndicale, mais qu'elle ne voulait surtout pas parler des retraites, hein, c'était pour parler de tout le reste. Qu'est-ce que ça traduit, d'après toi, de la part de l'exécutif? Une sorte de fébrilité, une volonté de tourner la page? Et surtout, est-ce que tu crois que ça peut prendre? Je pense que ça manifeste sans doute un peu de fébrilité parce que j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même qu'ils manifestent quelque chose, enfin qu'ils s'adressent à l'intersyndicale, parce que jusqu'à maintenant, c'était quand même l'indifférence totale, sinon le mépris à l'égard de toutes les sollicitations de l'intersyndicale. Le nouveau rebondissement, c'est qu'on voit que le président de la République il préfère s'adresser aux lecteurs de PIF plutôt qu'aux organisations syndicales. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que le gouvernement, que la Première ministre propose aux organisations syndicales de les rencontrer. Alors, c'est une impasse hein, si les conditions qui sont posées dès le départ, c'est de ne pas discuter de la réforme des retraites, puisque pour le coup, l'intersyndicale est très clair là-dessus. Hein. Il n'est pas question d'aller discuter d'autre chose tant que cette problématique des 64 ans est pas levée, qu'elle soit… alors ça, c'est la nouveauté de ces derniers jours, qu'elle soit officiellement retirée ou qu'elle soit de manière plus euphémisée, suspendue le temps d'un échange. Mais en tout cas, il, ça me semble impossible qu'il puisse y avoir une discussion entre les syndicats et le gouvernement s'il n'y a pas un minimum de réponse et de victoire symbolique pour les organisations syndicales sur cet enjeu des 64 ans. Mais justement, cette suspension, cette demande de suspension de la part de l'intersyndicale, est-ce que tu le vois comme un revirement de la stratégie, puisque jusqu'alors, il demandait le retrait? Ouais, je ne sais pas si c'est un revirement de la stratégie. En tout cas, ça a suscité beaucoup de réactions parmi les syndicalistes. On l'a vu aussi notamment là avec le congrès de la CGT où ça a fait réagir. J'aurais tendance à penser, mais je ne suis pas dans la tête des membres de l'intersyndicale, que l'idée était plutôt d'essayer de trouver une porte de sortie honorable au gouvernement, donc en permettant justement de faire sauter la réforme sans avouer que cette réforme soit effectivement abandonnée, en lui permettant d'être oubliée progressivement. Parce que j'ai l'impression quand même que même si peut-être Laurent Berger a pris quelques initiatives en avançant sur cette idée de suspension de la réforme, ensuite ça a été soumis à discussion dans l'intersyndicale et que ce qui fait quand même le ciment de cette intersyndicale, quoi qu'on en pense, c'est ce mot d'ordre de retrait. Et y compris la CFDT, hein, elle est très fortement tenue là-dessus par ses propres militants. On se rappelle qu'à son propre congrès l'an dernier, il y a un amendement qui avait été voté qui faisait clairement de cet enjeu une ligne rouge pour la centrale. Donc, je pense que les procès en trahison sont peut-être un peu rapides au regard du tout le travail collectif qui a été engagé par l'intersyndicale jusqu'à maintenant. Il y a une autre proposition qui a été faite par Laurent Berger, mais aussi par l'intersyndicale, c'est donc la proposition de médiation. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, médiation? Moi, j'avoue que j'ai pas très bien compris. Qui sont les médiateurs en fait qui auraient pu faire l'interface entre le gouvernement et les syndicats, et surtout pour aboutir à quoi, si ce n'est en fait cette demande qui est la demande de l'intersyndicale, qui est la demande de retrait? Comme tu viens de le dire, en fait, hein, j'ai l'impression qu'il s'agissait plus de trouver des formules qui permettent d'aller vers l'objectif qui restait celui du retrait, sans donner l'impression que le gouvernement cède à l'intersyndicale. Hein. Moi, je suis comme toi. Hein, j'ai du mal à envisager ce qu'aurait pu être concrètement cette initiative de médiation. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que, avec le refus très net du porte-parole du gouvernement de cette médiation dès hier, enfin dès le moment où ça a été proposé, ça a plutôt été, je
trouvé un bon coup tactique à nouveau de l'intersyndicale, parce que ça a permis de montrer une fois de plus que le gouvernement n'était pas disposé au dialogue. Alors, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que, à la fin de la journée, qui a quand même à nouveau été une journée énorme de mobilisation, hein, quoi qu'on en pense, avec des niveaux qui restent très, très élevés de participation dans les manifs, la Première ministre s'est sentie obligée, malgré tout, d'entrouvrir la porte en proposant cette rencontre. Mais après, si on réfléchit de manière peut-être stratégique un peu plus vaste, hein, c'est certain qu'on peut se dire que tous ces débats autour de la question de la médiation, comment reprendre langue avec le gouvernement, etc., ça s'inscrit aussi dans un contexte où peut-être du côté de l'intersyndicale, d'autres pistes n'ont pas forcément été explorées autant qu'elles auraient pu l'être. On a beaucoup entendu la CGT ou Solidaire dans des communiqués propres insister sur l'amplification de la grève, alors que ça n'a jamais été forcément quelque chose qui était porté par l'intersyndicale en tant que tel, hein, qui justement mettait essentiellement l'accent sur la grève pendant les journées d'action et ensuite sur la démonstration du soutien de l'opinion à travers la présence aux manifestations. Et moi, alors, je ne sais pas si on est arrivé au moment là de commencer à tirer des premiers bilans, mais en tout cas, on a changé de séquence depuis l'histoire du 49-3. On est ouvertement dans une crise politique. Euh, L'impression que j'ai eue, moi, entre le moment où l'intersyndicale avait, en février, appelé à mettre la France à l'arrêt, et puis finalement la journée du 7 mars, où cette paralysie du pays n'avait pas été si notable que ça, c'est il y a peut-être quelque chose qui a manqué. Alors, non pas tant, justement, un appel de l'intersyndicale à la grève générale, parce que ça, on a l'impression que c'est un peu des mots magiques qui pourraient changer la situation, alors que tout le monde a très bien conscience dans le mouvement syndical que la grève, ça se construit et que c'est une construction qui est très difficile, en fait, qui est très coûteuse, qui demande des efforts militants importants, etc. Mais en tout cas, peut-être qu'il a manqué une pédagogie de la grève plus importante, c'est-à-dire une façon de la part de l'intersyndicale d'insister davantage sans en faire un mot d'ordre magique, mais sur la construction d'un mouvement qui puisse passer par l'entrée en grève. Alors ça, évidemment, ça renvoie à des désaccords, hein. La CFDT était pas pour ça, hein. La CFDT était a priori et reste a priori opposée à toute logique de généralisation de la grève. Mais peut-être que justement, parallèlement à cette intersyndicale qui donnait ses grands rendez-vous, on aurait pu entendre davantage et peut-être de façon plus concertée, Solidaire, la FSU, la CGT, ensemble, essayer de donner à voir de manière un peu plus concrète le chemin possible vers une amplification du mouvement gréviste. Quand tu dis amplification, tu parles par exemple de l'arrêt de la grève saute-mouton, c'est-à-dire de dire et de passer à la grève reconductible tous les jours. Parce que moi, quand j'avais entendu on va mettre la France à l'arrêt, je me suis dit bon, bah, on est parti pour une grève reconductible et pas une grève tous les 7 ou tous les 10 jours. Mmh. Bah, alors, c'est certain que beaucoup de gens l'ont compris comme toi, mais en réalité, dès le départ, il y avait différentes compréhensions. Tout ça. En fait, il y a peut-être trois lectures qui ont pu coexister. Il y a la lecture un peu de la grève reconductible, mais qui finalement était un mot d'ordre qui avait du sens que dans les secteurs les plus avancés, en fait, qui ont à la fois encore des forces militantes syndicales suffisantes et puis les moyens que leur grève reconductible ait des effets et qu'elle soit visible, donc les raffineries, les transports. Voilà, on a vu les éboueurs entrer dans ce mouvement et ça a été un vrai point d'appui là pendant toute la séquence. D'autres, en fait, je pense par exemple à Force ouvrière, par exemple, avait porté ses mots d'ordre aussi lors du précédent mouvement contre la réforme des retraites. L'idée d'une grève générale, mais comme on appelle carré, en fait, un arrêt du pays pendant 24 heures, juste pour faire une démonstration de force. Et puis, il y avait une lecture qui était sans doute plus symbolique. Moi, j'avais été surpris en écoutant à plusieurs reprises Laurent Berger prendre cet unique exemple à chaque fois, qui était de dire, bah, nous, mettre la France à l'arrêt, c'est aussi demander aux petits commerces de baisser leurs rideaux le temps de la manifestation pour manifester plutôt une espèce de soutien symbolique. Et là, on reste dans cette idée de gagner avant tout l'opinion, en fait. Donc, il y avait vraiment ces lectures différentes. La grève reconductible, il me semble qu'elle est... elle est possible dans des secteurs qu'on a déjà notés, mais y compris dans ces secteurs hein, qui, dès le début du mouvement, dès le mois de janvier, hein, je pense aux fédérations notamment qui s'étaient coordonnées un peu entre elles, de la CGT, y compris dans ces secteurs, la grève reconductible, elle a eu du mal à prendre et à tenir sur la durée. Donc, c'est aussi pour ça que moi, j'ai en tête cette idée que c'est sans doute un peu facile
aujourd'hui de tirer des leçons sur l'absence de stratégie plus offensive, etc. Parce que ce qui a permis de constater cette séquence de mobilisation, ce qu'elle permet, parce qu'il ne faut pas en parler au passé, hein, on est encore en plein dedans, c'est la difficulté du passage à une action gréviste qui s'inscrive dans la durée. Est-ce que tu dirais, enfin, ça fait des années qu'on nous explique que les syndicats sont en perte de vitesse, que ces partenaires sociaux ne représentent plus personne ou de moins en moins de gens, etc. C'est notamment la petite musique qui est distillée par les différents gouvernements et par globalement la droite. Là, est-ce que tu dirais qu'on assiste à un retour en force en fait des syndicats qui ont quand même aussi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois à organiser cette contestation et ce mouvement social avec quand même comme bémol, enfin comme anicroche, on va dire, le fait que ils n'ont pas obtenu pour l'instant, malgré plus de 2 mois de mobilisation, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le retrait de la réforme, avec le risque que s'ils n'obtiennent pas ce retrait, qu'ils soient complètement démonétisés, qu'on se dise, bon, franchement, les syndicats, c'est super, on a fait tout ce qu'ils disaient, etc. Mais ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leurs ambitions. Oui, alors, sur le retour en force des syndicats, moi, c'est marrant parce qu'à chaque grand mouvement social, en fait, je suis amené à intervenir là-dessus pour dire pour acter le retour des syndicats, il faudrait qu'ils aient disparu. Or, ils n'ont jamais disparu, en fait. Mais c'est vrai que ce que chaque grande mobilisation sociale, c'est le cas maintenant, ça l'a été en 2019-2020, ça l'a été même pendant la grève des cheminots en 2018, ça l'a été en 2010, 2016, etc. À chaque grande mobilisation sociale, on redécouvre le rôle d'organisation des syndicats. Le syndicalisme, il a cette spécificité d'être à la fois une institution et un mouvement social. Et contrairement à certains qui ont tendance à opposer ces deux dimensions, moi j'ai tendance à penser que c'est justement parce qu'il est une institution qu'il a des capacités de mobilisation qui sont fortes. J'entends par là que le syndicalisme, c'est un ensemble de droits, de mandats de représentation dans les entreprises qui permettent aux organisations syndicales d'avoir un réseau de militants qui irrigue toute la société. Et ce qu'on a bien vu dans ce mouvement, c'est effectivement que les réseaux des différentes organisations syndicales, en s'unissant dans le cadre de l'intersyndical, ont réussi à décupler leurs forces, en fait, du fait de leurs implantations différenciées dans les secteurs, dans les localités, dans tout un tas des métiers, dans des catégories socio-professionnelles différentes. Ça donne de la force dès lors que justement le spectre des divisions est écarté, parce que c'est aussi souvent un reproche que les salariés font aux syndicats, hein, c'est le fait qu'ils se tirent souvent dans les pattes, etc. Ça a permis de remettre sur le devant de la scène la capacité de mobilisation des syndicats. Alors, ceci étant dit, il ne faut pas non plus basculer dans l'extrême inverse de l'enthousiasme échevelé, parce que le syndicalisme, il a été fragilisé depuis des décennies, en fait. Hein. Le taux de syndicalisation s'est effondré à la fin des années 70 et il est resté depuis autour de 10%. Les capacités de mobilisation syndicale, alors elles sont plus fortes que jamais en termes de manifestants, mais en termes de grévistes, en fait, ce qu'on constate aussi sur plusieurs décennies, c'est une tendance à la décrue très nette, non seulement de la conflictualité au sens du nombre de journées de grève, mais aussi en termes d'intensité gréviste, c'est-à-dire que le nombre de grèves diminue et le taux de participation des salariés à ces grèves tend aussi à se réduire. Donc, on a un affaiblissement structurel des syndicats. Et ça, c'est nourri aussi par… Alors, on peut très vite aller sur des explications d'ordre socio-économique, hein, la précarisation du travail, la hausse le chômage, l'externalisation, la sous-traitance. Bien sûr, il y a tout ça, mais il y a aussi des facteurs proprement politiques d'affaiblissement volontaire des syndicats, ou en tout cas de confinement de l'action syndicale à certains domaines, à certains modes d'action, avec toute la législation de restriction du droit de grève qui s'est quand même considérablement développée ces dernières années, avec aussi, je parlais justement des appuis institutionnels du syndicalisme, les ordonnances Macron de 2017 qui ont considérablement réduit les mandats de représentation en entreprise et qui ont justement réduisent la surface de contact entre les syndicats et le monde du travail. Donc ça participe aussi d'un affaiblissement du syndicalisme. Bon, et pour terminer sur le dernier élément de ta question, est-ce que s'il n'y a pas le retrait de la réforme, ce sera un échec pour les syndicats?
Évidemment, sur un terrain proprement revendicatif, ce serait un échec. Moi, je pense que, en tout cas, tout est encore ouvert aujourd'hui, puisque ce qu'on constate, c'est à la fois un niveau de mobilisation qui reste important et puis des divisions qui s'accentuent dans le camp du pouvoir, en fait, hein. On parlait de la fébrilité tout à l'heure. Justement, sur cette histoire de médiation, par exemple, le MoDem avait dit qu'ils étaient d'accord avec cette idée, tandis que le gouvernement ne voulait pas en entendre parler. Donc, ça reste fragile au sommet. Et voilà, même si sur le terrain revendicatif, ça n'aboutit pas, le propre de 2 mois, 3 mois de mobilisation aussi intense, c'est que ça a des effets politiques durables, je pense. Et le fait de se mettre en grève, d'aller manifester, de s'organiser avec ses collègues, de discuter des enjeux, non seulement justement des enjeux propres au travail, de la pénibilité du travail, de l'âge de départ en retraite, mais aussi des enjeux proprement institutionnels autour du fonctionnement de la démocratie. Est-ce que la démocratie, ça peut se résumer à un vote ou un non-vote au Parlement? Tout ça, ça a des effets de politisation extrêmement importants. Et je pense que, certes, une dynamique de syndicalisation, elle est sans doute encouragée quand un mouvement social est victorieux. Et on peut se dire que le constat que font les organisations syndicales à l'heure actuelle d'avoir un afflux d'adhérents qu'elles n'avaient pas constaté depuis longtemps, ce serait sans doute démultiplié si le mouvement aboutissait à une victoire. Mais je pense pour autant que même si on est encore incertain sur l'issue revendicative, voilà, il restera quelque chose de ce mouvement. Il restera le fait d'avoir entraîné dans l'action des centaines de milliers de salariés, d'avoir aussi ramené sur le terrain de la manifestation, voire de la grève, voire des actions coup de poing, des réseaux syndicaux qui s'en étaient complètement écartés depuis des années, hein. Je pense notamment au rang de la CFDT, mais aussi de la CFTC, de l'UNSA, qui étaient des syndicats qui traditionnellement gardaient un peu leur distance par rapport à cette pratique aussi régulière en fait de la protestation de rue. Donc je pense que ça a des effets, ça aura des effets sur les relations intersyndicales et ça a aussi des effets à une échelle plus large. C'est-à-dire que moi j'entends beaucoup cette idée que si le mouvement échoue, c'est le Rassemblement national qui va récupérer la mise. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'avec cette contestation populaire sur des bases progressistes qui a été portée par le mouvement syndical, c'est en réalité une alternative qui s'ouvre aujourd'hui. C'est Rassemblement populaire ou Rassemblement national. Et ça pose des responsabilités nouvelles, je pense, pour le syndicalisme dans son rapport au parti, à l'opposition de gauche, justement pour être en capacité d'offrir une alternative qui ne soit pas justement le fait de permettre à l'extrême droite de remporter la mise. Et justement, le rapport à ces partis de gauche, enfin à la gauche proprement politique, ils n'ont pas toujours été faciles, hein, même dans le cadre de cette séquence sur les retraites, hein. On a vu, Mm. notamment au début, ils se tiraient pas mal la bourre, hein. Ils n'avaient pas tout à fait les mêmes stratégies, à la fois dans la rue, avec la NUPES, mais plus singulièrement la France Insoumise, qui avait proposé une manifestation le samedi, alors que l'intersyndicale proposait en semaine avec jour de grève. Après, il y a eu tout le pataquès sur le vote de l'article 7, où les syndicats n'étaient pas contents que les parlementaires, Mm. enfin que la France insoumise, en gros, fasse du blocage pour ne pas qu'il y ait le vote de l'article 7. Est-ce que ça, selon toi, c'est susceptible de, je sais pas, d'entacher, on va dire, la dynamique générale pour le mouvement social et la gauche en général dans le cadre de cette mobilisation contre la réforme des retraites, ou finalement c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent en fait lorsqu'il y a des dynamiques aussi fortes qui sont mises en branle. Non, je ne pense pas que ce soit dramatique. Je pense que c'est plutôt un révélateur justement du fait qu'à partir du moment où syndicats et partis de gauche sont amenés de facto à agir en parallèle face à une réforme que les uns et les autres perçoivent comme une agression inacceptable, bah, ça pose des débats nouveaux d'articulation qui ne s'étaient pas forcément posés depuis longtemps. J'ai l'impression qu'au sein de la gauche politique et singulièrement de la NUPES, il y a peut-être des appréciations un peu différentes du rapport que cette force politique devrait avoir avec le syndicalisme. Il peut y avoir dans certains secteurs de la France insoumise peut-être une analyse qui, à mon avis, est erronée, qu'on pourrait peut-être qualifier comment dire, de vision populiste radicale, quoi, hein, laissant penser que justement les corps intermédiaires et notamment les organisations syndicales sont définitivement dépassés et que maintenant il y a une espèce d'irruption spontanée du peuple en fait pour reconquérir la démocratie.
Or, ça, je pense que c'est une grosse erreur, hein, parce que justement, le réseau militant du syndicalisme, ça reste la principale force de structuration du monde du travail et des classes populaires. Donc, il y avait peut-être un peu cette lecture erronée de vouloir, à la place des syndicats, définir un rythme de mobilisation. Ça n'a pas marché, hein, puisqu'on a vu que c'est les appels à mobilisation intersyndicale qui ont permis de lancer la mobilisation. Et parallèlement, du côté du syndicalisme, là, il y a le bilan de 30 ans de dépolitisation, au sens où il faut remettre en perspective, hein, le bilan de la gauche au pouvoir, des déceptions extrêmement fortes qui ont été accumulées au milieu des années 80, après le tournant de la rigueur, etc. Des syndicats qui, à l'époque, étaient étroitement liés, respectivement, au PS et au PC, hein, quand je pense à la CFDT et à la CGT, qui ont perçu la crise dans laquelle ils étaient engagés comme aussi une conséquence justement de leur solidarité trop étroite avec les partis de gauche, et donc qui, à cette époque-là, ont engagé une rupture au moins symbolique, hein, en arrêtant, par exemple, dans les années 80, c'était courant que les syndicats appellent à voter pour les candidats de gauche. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît complètement dingue quand on l'évoque, mais il y avait des appels explicites à voter pour les candidats. Donc, il y a eu cette prise de distance symbolique très forte qui a été engagée par les syndicats, qui s'est traduite aussi en termes stratégiques, au sens où, alors ça avait été théorisé par la CFDT dès la fin des années 70 avec la stratégie de recentrage, de resyndicalisation, comme il l'appelait, mais ça a été d'une certaine manière aussi repris par la CGT dans les années 90, hein, avec l'idée de la démarche démocratique. C'était l'idée que finalement le syndicalisme pouvait rester une force de transformation sociale sans attendre l'arrivée au pouvoir de forces politiques qui soient du même camp, de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier à l'époque. Et donc, c'est l'idée que par la simple négociation avec le patronat d'un côté et avec les pouvoirs publics, quelle que soit la couleur politique des gouvernements, le syndicalisme allait être capable de continuer à engranger du progrès social. Alors ça a abouti aux 35 heures en 98-2000, ça a abouti à la réforme de la représentativité syndicale en 2008. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette stratégie, elle a eu des effets ambivalents. C'est-à-dire que ce sont des réformes qui, sur certains aspects, peuvent incontestablement représenter des avancées pour le monde du travail ou le syndicalisme, hein. Le fait que la durée légale hebdomadaire du travail a été réduite à 35 heures, le patronat était vent debout, et donc c'était un acquis pour les syndicats. Mais en même temps, ça a signifié beaucoup plus de flexibilité, toutes les logiques d'annualisation, etc., qui ont considérablement contribué à dégrader les conditions de travail. Et puis, si on prend la représentativité syndicale, ça a à la fois permis justement de reconnecter la légitimité syndicale au vote des salariés, donc dans une logique beaucoup plus de faire dépendre beaucoup plus la légitimité syndicale de la participation directe des salariés, et pas simplement d'une reconnaissance par l'État. Mais la contrepartie, c'est que ça a centré la reconnaissance syndicale sur les entreprises, et que ça a ouvert la porte en fait à la décentralisation de la négociation collective. Donc, pardon, c'est peut-être un peu long tout ce que je te raconte là, mais en tout cas, pour moi, ça montre le fait que dès lors qu'on est dans cette stratégie, les terrains d'entente qu'il peut y avoir pour les syndicats supposent que les partis adverses y trouvent aussi des intérêts. Et en l'occurrence, étant donné les rapports de force structurels dans cette société, c'est plutôt du coup le patronat qui peut en tirer son épingle du jeu. Et l'évolution du système de relations professionnelles en France, avec la suppression du principe de faveur, qui se traduit par une dégradation de tout un tas de conditions pour les salariés, c'est une conséquence de ça, je pense. Et donc, ce qui se pose à l'heure actuelle, à mon avis, c'est justement finalement peut-être retrouver, réouvrir en tout cas, un débat stratégique sur le rapport entre le syndicalisme et la gauche, qui ne soit pas en fait retombé dans les vieilles ornières de la courroie de transmission, comme ça avait pu l'être à la CGT jusque dans les années 80, mais vraiment admettre que le syndicalisme soit un acteur légitime à égalité avec les partis politiques pour participer à l'élaboration de programmes de transformation sociale, pour justement permettre d'inverser un rapport de force qui est fondamentalement asymétrique aujourd'hui. Je pense que c'est ce débat-là qui s'ouvre aujourd'hui. On va voir s'il sera mené. Et tu parlais de la CGT. Je ne suis pas sûr que ce que tu dises soit un des enjeux du congrès actuel de la CGT, quoique peut-être. Mais justement, là, on voit la CGT en congrès depuis lundi soir, ou mardi matin. C'est assez, on va dire, tumultueux. Hier, Mm.
le bilan de Philippe Martinez, du mandat de Philippe Martinez, a été rejeté par le Congrès. Demain, jeudi, il y aura le vote du secrétaire, l'élection du secrétaire général de la CGT. Euh, comment est-ce que toi, tu envisages en fait ce congrès? C'est quoi exactement les enjeux qui traversent qui traversent ce congrès aujourd'hui? J'avoue que on a un peu, lorsqu'on est extérieur à la CGT, même si je suis adhérent de la CGT, on a un peu de mal en fait à comprendre. Est-ce que à chaque fois qu'on parle à quelqu'un de la CGT, pour le dire simplement, on nous dit ah oui, le problème avec Philippe Martinez, c'est plus jamais ça. Bon. Ok. C'est-à-dire cette alliance qu'avait proposée Philippe Martinez avec d'autres forces qui n'étaient pas des forces syndicales, notamment des associations, Greenpeace, Attac, etc. J'ai du mal à croire qu'il y a que ça en fait qui soit le problème et qui fasse qu'aujourd'hui Philippe Martinez ou la direction sortante en tous les cas soit potentiellement mise en minorité. Toi, comment est-ce que tu vois les différentes dynamiques qui font surface à la CGT en ce moment? Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est effectivement tumultueuse, comme tu disais, et complexe. En plus, se répercute à la fois l'appréciation justement de la stratégie de la Confédération dans la séquence de mobilisation en cours, et notamment là, c'est les derniers rebondissements dont on parlait au début de l'entretien sur ces histoires de médiation, etc. Et puis le bilan de 4 années de mandat pour l'équipe sortante. Alors, les enjeux, à mon avis, ils sont multiples et le rejet du bilan d'activité, il peut s'expliquer par plusieurs raisons. Alors, tu évoquais plus jamais ça, c'est une dimension importante, centrale même hein, dans le débat actuel, parce que alors, j'évoquais justement cet enjeu un peu de repolitisation du mouvement syndical qui passe pas justement par une soumission de nouveau aux partis politiques, mais par une réflexion stratégique autonome de la part des syndicats. Il me semble que plus jamais ça pose un peu cette question-là. C'est-à-dire que ça pose la question de, voilà, le stade actuel du capitalisme, il est arrivé à un niveau de développement qui menace la survie de la planète elle-même, et on ne peut pas poser la question, enfin ça pour le coup c'est une analyse que moi je partage, hein, de l'avenir du monde du travail sans le lier à l'avenir de la planète. Donc il est nécessaire de réfléchir à des stratégies de transition qui impliquent des rapprochements entre des acteurs des mouvements pour le climat, des mouvements écologistes et puis le mouvement syndical. Et il me semble que ce qu'on voyait avec Plus Jamais Ça, mais ce qu'on voit aussi, ce qu'avait pu développer la CFDT parallèlement avec le Pacte du pouvoir de vivre et la Fondation Nicolas Hulot et d'autres partenariats, c'est cette tentative de la part du syndicalisme de réfléchir à ces questions en articulant étroitement les enjeux climatiques et les enjeux productifs. Là, il y a des désaccords de fond entre certains secteurs de la CGT et d'autres sur justement le rôle de certaines industries, de l'industrie nucléaire, sur la façon de rompre ou pas avec un imaginaire productiviste. Et là, il y a des vrais débats stratégiques de fond, en fait, qu'on a un peu tendance à réduire soit à des enjeux de personnes, soit à des enjeux un petit peu caricaturaux de liquidation de l'identité de la CGT. Mais je pense que c'est des vrais débats politiques, en fait, sur la place qu'on peut accorder à l'industrie nucléaire, sur la façon dont une transition climatique pourrait être engagée qui ne soit pas destructrice d'emplois. Et voilà, c'est sans doute un peu dommage que le débat il se mène pas davantage sur ces termes-là plutôt que sur le choix, oui ou non, la CGT participe à Plus Jamais Ça. Alors juste, je vais me permettre en fait de me faire de rapporter ce que m'avait dit Laurent Brun, donc le patron des cheminots CGT, dans une interview. Lui, il m'avait expliqué que son problème avec Plus Jamais Ça, c'était que Philippe Martinez finalement avait externalisé la réflexion sur les questions écologiques, alors même que il ne s'était. En fait, ce qu'aurait souhaité Laurent Brun, c'est que avant que d'aller voir Greenpeace, Attac et compagnie, il y a une réflexion en interne dans les différentes branches, dans la branche des cheminots, dans la branche de l'énergie dont tu as parlé, sur
Comment est-ce que justement on prend en considération ces nouvelles problématiques écologiques et environnementales qui sont si importantes effectivement aujourd'hui et que ce travail n'avait pas été fait et qu'en fait la charrue a été mise avant les bœufs et il a préféré aller voir Greenpeace et du coup il a nécessairement, comme tu l'as un peu dit, braqué Ouais. des secteurs entiers de la CGT. Oui, non, mais je pense que c'est une remarque qui est totalement pertinente, hein. Et ça fait partie des autres aspects qui, sans doute, sont un peu le sous-texte de la crise actuelle à la CGT. C'est que ça a été beaucoup reproché aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent, en fait, hein, une gestion un peu solitaire et un peu centrale, avec des initiatives qui sont parfois prises de manière un peu à l'emporte-pièce par le secrétaire général. Et l'histoire de Plus jamais ça est perçue par certains comme une illustration de cette démarche, hein. Je suis d'accord sur cette idée qu'il y a sans doute des décisions qui ont été prises de manière un peu brutale. Alors, sans doute aussi dans un contexte qui ne facilitait pas les décisions collectives, qui était celui du confinement, de la crise sanitaire. Mais je partage en tout cas cette conviction que c'est une question suffisamment importante pour qu'elle mérite un débat interne qui se réduise pas en fait à la diabolisation d'un sigle et d'un partenariat en fait, parce que ce qu'on oublierait en faisant ça, c'est aussi tout le chemin qu'ont pu engager les assos autour des mouvements climat en fait, hein, qui se sont aussi appropriés en retour des préoccupations des organisations syndicales autour du travail et de l'emploi. Donc, je pense que ça, c'est juste comme critique. Un autre aspect qui est important dans la situation actuelle dans la CGT, c'est aussi la question des violences sexistes et sexuelles, en fait, hein. Il y a eu des prises de position assez fortes des instances confédérales, il y a eu des conflits sur cet enjeu. Et, euh, et il me semble que c'est aussi un élément qui éclaire euh, voilà, des inimitiés qui se sont exacerbées en fait dans la Confédération. Bon. Juste une toute dernière question. Tout à l'heure, tu disais, oui, à chaque fois qu'il y a un grand mouvement social, on redécouvre ben, que les syndicats sont présents. C'est un peu la même chose à chaque fois qu'il y a un congrès de la CGT. Tout le monde dit la CGT plus divisée que jamais. Et est-ce que toi, tu as l'impression que la CGT est effectivement, du fait du vote d'hier avec le rejet du bilan d'activité du mandat de Philippe Martinez, est-ce que tu penses que la CGT est plus divisée que jamais ou non, hein, c'est la démocratie ouvrière, la démocratie au sein de la CGT syndicale, voilà, qui fait son bonhomme de chemin et que demain, après ce congrès, on repartira comme en 40. Alors, à la fois, en fait, la CGT n'est jamais aussi unifiée qu'on pourrait la penser. C'est-à-dire qu'on peut avoir spontanément l'image d'une énorme machine très cohérente, justement avec souvent, en fait, derrière ça, l'image du Parti communiste, d'une CGT à une époque où elle était étroitement liée au PC, qui pouvait fonctionner comme un seul homme. En fait, la CGT, elle n'a en réalité jamais fonctionné comme ça, même à l'époque d'ailleurs de ses liens étroits avec le Parti communiste. Donc la CGT, c'est une structure qui est une structure fédérale, hein, où les fédérations, les syndicats, les unions départementales ont leur autonomie d'action. Donc voilà, il y a le premier élément, c'est ça, c'est que finalement, il peut y avoir des orientations qui coexistent au sein de cette organisation. Après, c'est quand même assez exceptionnel et c'est du jamais vu quand même, hein, ce qui est en train de se passer au congrès de la CGT avec une division aussi forte, un niveau aussi d'animosité dans les débats qui est un peu inquiétant, hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que autant Laurent Berger a pu être la coqueluche des médias parce qu'il a été très visible et qu'il a été encensé par beaucoup de commentateurs pendant cette séquence, et par ailleurs à juste titre parce qu'il a vraiment eu une attitude extrêmement respectueuse du cadre intersyndical, etc. Mais autant j'ai l'impression que la CGT, dans les manifestations auprès des jeunes, etc., avait gagné aussi une légitimité forte, en fait, hein, par sa capacité donc, à être la force motrice dans les blocages, dans les grèves, dans tout un tas de secteurs. Et si le Congrès devait aboutir à une division de la CGT, ce serait dommage pour cette organisation qui risquerait de perdre un peu tout cet acquis qu'elle a pu commencer à accumuler dans le mouvement.
Eh ben, on suivra ça dans les semaines qui viennent et notamment avec la continuation de la mobilisation parce que je rappelle que jeudi 6 avril prochain, il y a une nouvelle journée de mobilisation et de grève a été annoncée par l'intersyndicale hier soir. Merci beaucoup, Karel. Merci à toi.